La dernière présentation est celle de Didier Pissonnier, et après ce balayage très large de l'endovasculaire, il y a cette question que nous souhaitions aborder, qui est, après tout, quelles sont les perspectives d'amélioration de chirurgie ouverte. Alors, Marc nous a présenté la voie d'abord, mais il y a d'autres approches encore, et on sait très bien que le clampage est une problématique, avec l'ischémie et la reperfusion, qui est une problématique chirurgicale, qui peut être un jour sera d'ailleurs une problématique endovasculaire. Merci. Je vous remercie de m'inviter à présenter ce topo. Merci Eric en particulier. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier également mes collaborateurs, que ce soit mes collaborateurs chirurgiens, vasculaires, mes collaborateurs chirurgiens cardiaques, les médecins anesthésistes avec qui je travaille depuis de nombreuses années sur ces problématiques-là, qui me supportent avec ces exigences d'essayer de protéger les organes lors du clampage aortique. Et puis bien sûr mes collaborateurs de l'INSERM avec qui je travaille à Rouen sur ces problématiques-là. Alors, en introduction, finalement, est-ce qu'il y a encore des indications de chirurgie aortique par approche directe quand on voit les topos de cet après-midi? Je crois quand même, et je vous prie de m'excuser, mais je pense qu'il y a quand même, en lisant la littérature, un certain nombre de problèmes à long terme sur le traitement endovasculaire à long terme, donc, et qui rendent tout à fait logique de proposer parfois des choix thérapeutiques comme approche directe de première intention. Et puis bien sûr, il y a les problèmes anatomiques de morphologie aortique ou d'accès vasculaire qui rendent impossible le traitement endovasculaire, et c'est la raison pour laquelle, vraisemblablement, il y a encore un intérêt à travailler sur la maîtrise de conséquences de cette approche directe en termes d'ischémie-reperfusion, et peut-être plus particulièrement, et je crois que ce sera le message vraiment fort de cette approche directe, qui est le retentissement du clampage digestif. Alors, de quoi parle-t-on? Bien sûr, l'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale ne pose pas grand problème en termes de clampage ou en termes endovasculaire, finalement, peu importe. Je pense qu'il n'y a pas de problème d'ischémie-reperfusion pour un clampage de l'aorte abdominale. Lorsque la lésion est juxta-rénale et qu'elle nécessite un clampage au-dessus des artères rénales ou au-dessus du tronc cœliaque, bien évidemment, on aborde le problème de l'ischémie-reperfusion rénale. Plus complexe, bien sûr, ce sont le traitement des anévrismes thoraco-abdominaux, avec là encore deux cas de figure peut-être. Ceux-là, c'est-à-dire les anévrismes thoraco-abdominaux de type 4, qui, sur le plan chirurgical, nécessitent, pour reconstruire l'artère digestive, une seule anastomose, donc un temps d'ischémie-reperfusion digestive relativement faible, de moins de 30 minutes, et qui ne posent pas trop de problèmes. Et puis les anévrismes beaucoup plus complexes, mais qui également posent des problèmes sur le plan endovasculaire avec pas mal de difficultés, mais en tout cas sur le plan chirurgical, ça nécessite des temps de clampage digestif, des temps d'ischémie digestive très longs, parce que la complexité de la lésion nécessite d'abord une réparation de l'aorte en haut, différentes réimplantations par exemple intercostales, et enfin la réimplantation, la reconstruction des artères viscérales. Donc on a affaire à des temps de clampage digestif très longs qui nécessitent des protections viscérales que j'essaierai de vous développer. Alors bon, les résultats de la chirurgie ouverte des anévrismes thoraco-abdominaux sont tout à fait connus, avec une mortalité précoce de 5 à 15%, et un taux de paraplégie que l'on connaît. Peut-être, et finalement ça passe au deuxième plan, le taux de complications pulmonaires sur ces patients-là est extrêmement important, de l'ordre de 50 à 60%, vous voyez sur cette publication assez récente, et probablement que cette gravité est la conséquence de l'agression qui est induite par le clampage aortique, et donc en particulier de l'ischémie viscérale. Ce d'autant que finalement, autant l'ischémie provoque la lésion, vous savez également, et en particulier les transplanteurs le savent bien, la reperfusion aggrave les lésions d'ischémie à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau cellulaire, avec des choses compliquées, outre la dysfonction et la mort cellulaire, mais surtout l'activation des acteurs de l'ischémie-reperfusion qui provoquent le stress oxydant, comme les radicaux libres, comme des cytokines qui sont extrêmement toxiques, le TNF en particulier, l'IL1 et l'IL6, et puis vraisemblablement les polynucléaires neutrophiles, en raison de leur interaction avec l'endothélium, et qui sont la cause de différentes agressions à distance. La destruction tissulaire, bien sûr, mais
le retentissement général, et c'est ce qu'on appelle le syndrome de réponse inflammatoire systémique, le SIRS, qui dépend en particulier de la masse cellulaire agressée et de l'intensité de l'agression. Et là encore, on voit l'importance du tube digestif lorsque celui-ci est victime ou est sujet à une ischémie-reperfusion et tout ce que ça peut provoquer comme dégâts collatéraux. Dans cette chirurgie des anévrismes abdominaux, quelles sont les conséquences organiques du SIRS? Bien sûr, la moelle épinière, sur laquelle je ne m'étendrai pas, le tube digestif, très certainement, les reins, probablement, et les atteintes à distance, en particulier pulmonaires. Vous l'avez compris, finalement, l'hypothèse du travail sur lequel on essaye d'avancer depuis plusieurs années, c'est que finalement, les complications pulmonaires rencontrées au cours de cette chirurgie des anévrismes thoraco-abdominaux, même si elles sont multifactorielles, on y reviendra, eh bien les complications pulmonaires pourraient être liées à la défaillance multiviscérale, liée au syndrome inflammatoire causé par l'ischémie-reperfusion digestive. Alors bien sûr, les complications pulmonaires, là encore, sont probablement d'origine multifactorielle, avec des voies d'abord dans ce type d'anévrisme qui sont extrêmement intensives, avec des voies d'abord thoraciques, thoraco-abdominales, bref, des voies d'abord qui provoquent en soi des problèmes pulmonaires, également des opérations qui sont hémorragiques, qui nécessitent des remplissages importants et donc une surcharge pulmonaire, des opérations qui sont faites sous des fortes doses d'héparine, en particulier lorsqu'on utilise une circulation extracorporelle, avec une exclusion pulmonaire par une carlince et un traumatisme direct du poumon. Bref, beaucoup de causes liées à cette chirurgie. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, nous avons développé un modèle d'ischémie-reperfusion par clampage de l'aorte thoracique supracéliaque chez le rat. Donc vous voyez que c'est une première publication d'il y a maintenant plusieurs années. Et finalement, deux éléments qui sont assez récents. Vous voyez, on a fait ce travail-là l'an dernier et l'article est en cours de publication. C'est que lorsqu'on fait une ischémie simplement de 30 minutes par clampage de l'aorte thoracique, une ischémie du tube digestif avec une reperfusion de 2 heures, et bien vous voyez que la muqueuse digestive est déjà altérée dans son épaisseur. Plus intéressant et finalement assez original, c'est que lorsque l'on fait un clampage de l'aorte thoracique de 30 minutes, eh bien, le pourcentage de décès des animaux est de 100%. C'est-à-dire qu'à la 36e heure, tous les animaux meurent, ce qui, bien sûr, prouve la gravité de ce geste, avec une mortalité qui se passe dans un syndrome d'inflammation systémique, soit sur le TNF ici, l'IL-10 et l'IL-1 qui avaient été testés, une agression également pulmonaire, avec sur le plan histologique, nettement une agression pulmonaire, en particulier ici avec une infiltration des polynucléaires neutrophiles. Et là, c'est une caractéristique qui mérite vraiment d'être travaillée de façon très approfondie à plus long terme. Du reste, il y a quelques années, on avait déjà montré ça avec un taux de TNF très important dans le lavage broncho-alvéolaire des animaux qui avaient subi un clampage de l'aorte thoracique et qui s'accompagnait d'une apoptose des cellules alvéolaires. Alors, pour en revenir à la clinique, quels moyens de protection viscérale pour pouvoir diminuer l'agression ischémique? Bien sûr, c'est l'utilisation de circulation extracorporelle avec une perfusion artérielle qui se fait en fémorale, c'est-à-dire qui est distale par rapport au clampage de l'aorte thoracique. Celle-ci permet une perfusion rétrograde des viscères, mais par deux phénomènes, un débit continu et qui nécessite une héparinothérapie absolument majeure. Par contre, c'est une technique qui permet une hypothermie protectrice et qui permet... Comment ? On peut apaiser le pointeur. Ah, excusez-moi. Et qui permet une gestion... je vous prie de m'excuser. Et qui permet une gestion des pertes sanguines. Et puis d'autres systèmes, comme par exemple... je ne suis plus conservé du coup. D'autres systèmes, par exemple, comme la mise en place de shunts artériels, alors là, avec un avantage qui est de permettre une perfusion directe des artères viscérales, mais avec un avantage majeur qui est d'utiliser du sang pulsé, chaud, et sans héparinothérapie majeure, mais qui nécessite bien sûr le maintien hémodynamique du patient. Tous ces systèmes fonctionnent bien si on utilise la technique des clampages séquentiels, c'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on opère un patient qui a un anévrisme très étendu comme ça, alors de ma foi, il est bien évidemment hors de question de clamper l'aorte de part et d'autre de la lésion et d'ouvrir, mais pour gérer correctement une assistance distale, alors l'intérêt est de pouvoir faire des petits clampages séquentiels et de réparer l'aorte au fur et à mesure de façon à diminuer l'ischémie au niveau des viscères.
Bien sûr, il faut pouvoir adapter les choix techniques à la durée prévisible des temps d'ischémie. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre comment est fait le patient avant de pouvoir l'opérer. Et en particulier, il y a des problèmes qui sont liés aux anévrismes disséquants, c'est-à-dire les anévrismes qui évoluent sur une dissection de l'aorte thoraco-abdominale et qui posent des problèmes de reconstruction des artères viscérales, en particulier comme ici, vous voyez, où les artères viscérales sont disséquées, et on comprend bien que la reconstruction viscérale va être particulièrement difficile et longue, et il faudra pouvoir mettre en place des moyens de protection. D'autres problèmes lors de la dissection de l'aorte thoraco-abdominale, c'est la malperfusion distale par la complexité des chenaux qui rendent parfois une utilisation d'une perfusion distale par l'artère fémorale inefficace parce que les chenaux sont trop altérés et trop compliqués et donc ne permettent pas la vascularisation des artères viscérales. Le Marfan, qui est un vrai problème chirurgical et qui nécessite probablement une reconstruction séparée des artères viscérales. Donc là encore, ça prend du temps, comme là, de faire des montages avec la réparation de l'aorte, une réparation médulaire ici, un pontage sur la rénale droite, là, des pontages sur la rénale gauche et des pontages séparés sur les artères viscérales. Gérer le mur postérieur de l'aorte peut être complexe, comme par ici, comme avec ce patient qui a une lésion complexe à la fois de l'aorte interrénale et de l'aorte supracéliaque. Et vous voyez que sur le plan chirurgical, la complexité est rendue par le fait de cette artère-là, qui est postérieure et qui naît immédiatement en garde d'artère mésentérique supérieure et qui a été cathétérisée par nos excellents radiologues interventionnels à Rouen, en particulier le docteur Éric Clavier, comme étant l'artère d'Adamskiewicz, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et bien sûr, la reconstruction ne pourra pas se faire dans le même temps, avec d'abord un pontage sur les artères viscérales et ensuite une reconstruction du mur postérieur. La perfusion aortique distale, c'est-à-dire la circulation extracorporelle, permet l'hypothermie modérée, qui est un lien important dans la protection de l'organe, avec des hypothermies par exemple à 32-33 degrés, qui permettent de gérer le métabolisme d'organes, et puis qui permet également de faire une hypothermie profonde et faire un arrêt circulatoire, comme ça peut être le cas lors de traitements complexes de lésions aortiques. Quelles sont les limites de la circulation extracorporelle ? Eh bien, la circulation extracorporelle peut provoquer par elle-même de la dysfonction endothéliale, peut-être même par le débit continu par lequel elle fonctionne, avec une dysfonction endothéliale qui, elle, est mésentérique, là encore, avec une activation de la réponse inflammatoire et l'induction de cytokines. Donc ce phénomène a été bien montré lors de chirurgie de l'aorte thoraco-abdominale, avec dans ce papier-là une activation importante de la réponse inflammatoire, voire même lorsque la CEC utilise une technique de perfusion sélective des artères viscérales, alors la réponse inflammatoire pourrait être augmentée. Par exemple, sur le plan expérimental, vous voyez, mon collaborateur Fabien Doguet de Rouen a montré sur le plan expérimental, avec une CEC expérimentale sur le rat, que la CEC provoquait elle-même la dysfonction endothéliale avec l'augmentation du TNF. Alors, est-ce qu'il y a d'autres techniques de moyens de protection viscérale? Ça peut être des techniques d'utilisation de shunts, par exemple des shunts de Gott, avec des implantations axillaires ou avec des implantations thoraciques. Vous avez ici une image de perfusion des artères viscérales, avec, vous voyez ici le tronc cœliaque, là l'artère mésentérique supérieure qui est perfusée de façon directe, là une artère rénale qui doit être l'artère rénale gauche. On comprend tout de suite la complexité du montage, puisqu'il y a un encombrement du champ opératoire avec ces différentes canules. Il y a un risque également, avec ces canules, de provoquer des dissections des artères viscérales ou différentes sortes d'emboles. Là, vous avez par exemple un montage avec une palette, là, sur la palette viscérale. Un autre problème, sur lequel je passerai assez brièvement, mais qui en fait est un vrai problème en soi, qui est la protection néphronique. Et là encore, on a tout l'apport de la transplantation rénale et en particulier le froid dans la protection néphronique qu'on peut utiliser avec l'utilisation de perfusion directe de cristalloïdes ou de lactate froid. Certains utilisent la perfusion de sang chaud ou de sang froid sans finalement apport très important. D'autres utilisent des solutés plégiques, mais attention, il y a un passage systémique en particulier de potassium. Bref, la protection néphronique est un vrai problème en soi. Et puis, je voudrais avancer sur l'hypothèse de l'utilisation du préconditionnement ischémique. Vous savez peut-être que c'est un préconditionnement qui a été décrit au début sur la revascularisation coronaire. Et en fait, il s'agit de brèves séquences d'ischémie, reperfusion,
avant une ischémie prolongée et qui repose sur l'induction de mécanismes cellulaires et de protection endogène de type antioxydant. Ça a été étudié en chirurgie de l'aorte abdominale sous-rénale avec des effets protecteurs intéressants sur le myocarde et sur les reins. On a fait vraiment une étude du même type avec une randomisation prospective sur du clampage sous-rénal. Et il est vrai que j'espère pouvoir développer un projet multicentrique sur le traitement chirurgical des anévrismes thoraco-abdominaux, si toutefois ça existe encore, avec l'utilisation du préconditionnement lors du clampage thoracique et la protection pulmonaire. Pour conclure, eh bien, voilà notre expérience au CHU de Rouen. Je vous ai mis ces années-là pour vous dire que dans la même période et même à la fois, on traite des lésions de l'aorte thoracique par des approches endovasculaires. Vous voyez 112 approches directes pour des anévrismes thoraco-abdominaux, avec principalement des anévrismes thoraco-abdominaux de type 4, et puis d'autres anévrismes thoraco-abdominaux que je vous ai montrés, beaucoup plus extensifs, avec des résultats, bon, ma foi, qui sont ce qu'ils sont. Sur les anévrismes thoraco-abdominaux extensifs, ma foi, 4 décès, aucune paraplégie et beaucoup de complications pulmonaires. Et finalement, les anévrismes thoraco-abdominaux de type 4, finalement, un seul décès à 3 mois. Pour conclure, et là encore, je voudrais m'excuser vis-à-vis de mes collègues qui se sont exprimés aujourd'hui, je crois que le traitement chirurgical des anévrismes de l'aorte ne se résume pas uniquement à la possibilité ou non de faire un traitement endovasculaire, c'est-à-dire de poser une endoprothèse, mais je crois que ça doit faire vraiment l'objet d'une approche réfléchie pour diminuer au mieux les conséquences du clampage aortique et d'aller soit vers une chirurgie aortique ouverte, soit vers un traitement endovasculaire. Et puis la protection contre l'ischémie en perfusion ne se résume pas uniquement à faire une circulation extracorporelle, mais nécessite vraiment une approche encore beaucoup plus réfléchie, et puis voir comment on peut protéger au mieux les patients lors de cette chirurgie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Didier pour d'abord cette excellente présentation et puis pour avoir l'audace et l'indépendance d'esprit d'aller dans un sens différent, comme Marc l'avait vu finalement, c'est une sorte d'alpha et d'oméga. En tout cas, bravo au maintien et à l'augmentation d'une réflexion alternative au flux commun, pour reprendre une métaphore hémodynamique, parce que c'est sûrement absolument nécessaire. Y a-t-il des questions? C'est intéressant ces exposés. Ça pose une question. Est-ce que le chirurgien vasculaire de nos jours doit savoir tout faire lui-même pour proposer aux patients la meilleure technique? Et c'est compliqué parce que les techniques endo, il faut des formations, c'est pas évident, il faut un bon équipement, etc. Les CEC, c'est aussi, il faut toute l'équipe anesthésique derrière, etc. C'est compliqué. Donc, est-ce qu'il faut des aortic centers? Est-ce que chacun fait ce qu'il peut dans son coin? Moi, je crois que ça pose vraiment une question de fond sur l'organisation de nos centres chirurgicaux et en particulier l'organisation de nos CHU. Je pense vraiment. Parce que je crois qu'un chirurgien vasculaire, maintenant, enfin vasculaire peut-être autre, mais en tout cas de nos disciplines, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. C'est absolument impossible dans un centre d'être excellent sur le plan endovasculaire, d'être excellent sur le plan chirurgical. Je pense que, à la fois, soit il faut aller vers des réunions, des compétences, pour pouvoir proposer vraiment des traitements adaptés. Et puis l'autre chose que je vois derrière, c'est la recherche et ce qui peut faire avancer les techniques de soins. Et donc là encore, je pense que les centres ne peuvent pas tout faire, nos petits CHU ne peuvent pas tout faire, c'est impossible. Je rebondis sur l'évocation de la recherche, parce que je vois que vous avez des très jolis modèles expérimentaux, et vous savez qu'il y a un prix de l'Académie de chirurgie du Forum de recherche chirurgicale. J'espère que vos jeunes élèves vont nous proposer beaucoup de travaux lors de la prochaine réunion. Je vous remercie, monsieur, parce que Antoine Monod était candidat au prix de... À propos de la double casquette de l'endovasculaire et du chirurgien, vous ne nous avez pas donné un chiffre que j'aimerais connaître, parce que tout le monde a dit tout à l'heure que vous devez être dans une salle pour pouvoir intervenir en cas. Combien c'est à peu près le nombre de cas lors de la mise de prothèses simples, voire compliquées, s'il y a 2 chiffres à donner, d'être obligé d'ouvrir un malade, entre guillemets? C'est à peu près quoi les chiffres actuellement de... Parce que vous avez tous dit, quand on fait de l'endovasculaire, il faut absolument être dans une salle d'op. Mais combien il y a de malades qui sont ouverts, comme on a eu au début de la céliose? Nous, quand on fait des curages en bois aortique cellulaux,
Et on les laisse en salle d'attente parce qu'on a la trouille d'avoir à nouveau à les ouvrir, mais c'est combien le chiffre? C'est en 20 ans maintenant, à peu près, enfin plus, 25 ans d'endovasculaire, j'ai vu 2 conversions. Une, il y a une dizaine d'années, sur une rupture iliaque, parce qu'à l'époque, on ne savait pas les gérer. Maintenant, les ruptures iliaques, on les gère par voie percutanée. Donc, on n'a plus ce problème-là. Et une conversion, c'est d'ailleurs le doigt que je montre, c'est sur une rupture de l'anneau aortique lors de la mise en place d'un TAVI. Mais d'un autre côté, la salle hybride devient la salle de la chirurgie. C'est-à-dire qu'on va contrôler tous les pontages, on contrôle les gestes carotidiens qui ne nous conviennent pas, etc. etc. Donc c'est une salle de chirurgie avec une installation fixe. Mais s'il n'y a pas de chirurgien dedans après. Ah, mais il suffit de mettre une fois un chirurgien vasculaire dans une salle hybride et le problème est réglé, il n'en sortira plus. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que Claude vient de dire. Il y a un élément dans notre vie quotidienne qui prouve que ça a vraiment changé. Quand j'ai commencé les endoprothèses, on me rappelle malade de là à là, en se disant voilà, si ça merde, il faut ouvrir. Maintenant, on met un champ de radio, c'est-à-dire qu'il y a les 2 petits trous sur les scarpas, et c'est tout. Donc ça veut bien dire que pour nous, pour les équipes, il y a un changement. Et j'ai pas converti de malade pour des indications bien réfléchies depuis des années. En France, pour aller jusqu'au bout, il y a combien de centres radiologiques purs qui font de l'endovasculaire? Parce que c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, mais je n'ai pas la réponse. Ah, chirurgicaux, radiologiques, mixtes. Radiologiques purs, de centres radiologiques purs qui font de l'endovasculaire. Les éléments de réponse. Le concept que l'on a, donc on a une salle hybride qui est pas une salle mutualisée, qui est une salle dans le service de radio. Donc on a en fait dans les blocs opératoires un espace qui correspond à 2 salles d'angio, qui sont 2 salles hybrides, et un scanner international qui est juste à côté. Tout ça dans un bloc opératoire. Donc en fait, l'activité en fonction de la pathologie que l'on traite, soit l'activité est faite par des équipes radiologiques qui ont l'expérience de gérer quand même beaucoup de complications. Et quand il y a besoin de faire une activité mixte, donc vraiment hybride radiochirurgicale, les chirurgiens viennent avec nous et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on a un discernement entre les actes qui sont standards, sur lesquels j'ai aucune inquiétude, et les actes de principe, on part sur un traitement qui est mixte avec une équipe de chirurgie. Juste une question pour Didier. Est-ce que tu peux un peu détailler l'apport potentiel du préconditionnement ischémique? Est-ce que c'est vraiment un axe que tu penses essentiel? Et comment tu envisages de progresser? Oui, je pense que c'est une idée qui est assez intéressante. C'est très, très connu comme idée, et les cardiologues connaissent parfaitement ça. Les greffeurs connaissent très bien ça. Les greffeurs connaissent très bien ce phénomène de préconditionnement, également de post-conditionnement. Donc c'est des phénomènes qui sont extrêmement intéressants sur le plan du mécanisme cellulaire. Alors, en clampage aortique sous-rénal, c'est-à-dire pour des anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale, il y a eu des études de fait qui montrent finalement un gain assez intéressant en termes de protection rénale, mais bon, c'est quand même à la marge parce qu'il y a un taux de complication qui est quand même moindre lors de la chirurgie, que ce se passe par voie endovasculaire ou par voie chirurgicale, dans l'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale. Par contre, lorsqu'on attaque des traitements de l'aorte thoraco-abdominale avec de l'ischémie digestive, alors là, je pense que le préconditionnement est extrêmement important à tester, au moins à tester, que ce soit par voie chirurgicale ou que ce soit par voie endovasculaire, parce que par voie endovasculaire, comme vous le savez, il y a également beaucoup de complications qui sont liées à l'activation de l'inflammation lorsqu'on fait des manipulations endovasculaires. Donc voilà, alors sur le plan pratique, on a déjà des expérimentations qui sont en cours là-dessus sur des modèles animaux, et puis là, j'ai la prétention de déposer un projet de recherche. En ce qui concerne le préconditionnement, est-ce qu'il n'y aurait pas un avantage dans les procédures, alors cette fois-ci endovasculaires,
complexe quand on sait que nos introducteurs, qui sont quand même assez volumineux, vont rester un certain temps dans les artères viscérales. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à essayer de développer une procédure, par exemple, je sais pas, par inflation d'un ballon, pour préconditionner, notamment parce que la grande inquiétude, c'est encore une fois la mésentérique supérieure. Il n'y aurait pas moyen de développer une procédure de ce type-là? Alors, si j'ai encore un petit peu de temps, il y a un des éléments intéressants dans les procédures endovasculaires complexes aortiques, c'est-à-dire le traitement des anévrismes thoraco-abdominaux, c'est que finalement, quand on regarde les résultats, il y a un nombre de patients décédés qui est assez important, lors des anévrismes thoraco-abdominaux type 2 en particulier. Il y a des taux de complications, des taux de mortalité qui sont assez importants et qui sont imputés à des défaillances multiviscérales. L'hypothèse, peut-être, est celle d'une activation inflammatoire liée à l'exclusion anévrismale, liée à l'exclusion du thrombus, et également, bien sûr, aux ischémies de membres lors du traitement et aux manipulations endovasculaires. Oui, je pense que ce serait intéressant. Par exemple, il y a un élément qui est intéressant, c'est que le préconditionnement se peut se faire à distance, et c'est-à-dire, ça peut être simplement un clampage ou gonfler un brassard au niveau des deux bras ou au niveau des deux cuisses, avec un effet du préconditionnement qu'on appelle à distance. Sur l'endovasculaire des anévrismes thoraco-abdominaux, au début, il y avait un nombre de paraplégies très important qui a considérablement diminué. Pourquoi? Parce qu'on les gère différemment. En gros, le temps d'ischémie, qui est l'objet de ta présentation, est apparu quelque chose de fondamental. Donc il faut, ces malades maintenant, au lieu de les traiter d'un coup, on passe 4 heures ou 5 heures ou 6 heures en salle d'opération, on vascularise tout, maintenant on les traite en plusieurs phases, en 2 fois, 3 fois, voire 4 fois. C'est-à-dire qu'on met la prothèse en place, une des prothèses, on laisse perfuser les jambes le plus tôt possible en enlevant les gros introducteurs qui gênent. Les branches dans les artères mésentériques, etc., on ne les fait pas dans le même temps, on les fait dans un second temps, ce qui permet à l'anévrisme de rester perfusé et de conserver l'artère d'Adamkiewicz. Et on sait qu'il y a une redistribution des collatérales médulaires, quand si on attend un peu qu'on a fermé un peu l'anévrisme, mais pas complètement. Et donc avec ces mesures, donc plusieurs steps, comme on dit en anglais, on arrive à passer du taux de paraplégie qui était à peu près voisin de celui de la chirurgie ouverte à maintenant moins de 1%. Sur des temps séparés de quel... Alors, il y a un dilemme là-dessus, parce qu'effectivement, si c'est un très gros anévrisme, si on attend trop, il peut péter entre-temps. Ça, c'est une vraie question. Donc, en gros, les études expérimentaux là, sur la vascularisation de la moelle, c'était en 8 jours, il y a une redistribution des collatérales. En pratique clinique, bon, il faut réopérer les jambes en mois, quoi. Dans les systèmes que vous préconisez pour activer la reperfusion en préopératoire, qu'est-ce que vous préconisez en termes biologiques, en termes hémodynamiques? Comment ça se passe sur le plan pratique? Je vous prie d'excuser, je ne comprends pas très bien ici. Donc, vous dites on fait un reconditionnement, un préconditionnement. Mais en quoi ça consiste? Le préconditionnement, en fait, c'est une manœuvre qui est assez simple, qui a été décrite par les cardiologues, qui est de faire une succession de clampage, déclampage, pendant 5 ou 10 minutes, en principe 5 minutes de clampage, 10 minutes de déclampage, pendant 3 cycles, avant un clampage plus important. Donc ça, ce système permettrait d'activer le système antioxydant intracellulaire pour lutter contre le phénomène oxydant qui est bien évidemment mis en route lors du clampage. Il n'y a pas de manipulation pharmacologique ou biologique en préparation de cela? C'est d'autres. Il y a des traitements qui sont antioxydants qui peuvent être administrés avant, mais je ne pense pas qu'on puisse les attribuer à un préconditionnement. Et ça serait une approche intéressante. Ça a été à la mode beaucoup, à l'époque on campait longtemps en chirurgie hépatique. Ce qui est maintenant pratiquement disparu. Pas d'autres questions? Écoutez, je remercie beaucoup Eric et tous les intervenants. C'était vraiment une séance passionnante. Moi, je suis
très heureux dans cette évolution de l'interventionnisme en chirurgie vasculaire. Voilà, j'espère que d'autres discussions, en particulier la mienne, vont évoluer vers. Merci à tous.